Mon nom est Ethan Clark et pendant longtemps, j'ai pensé que ma vie était un monument au travail acharné et à la stabilité. J'ai 36 ans et je possède ma propre entreprise de réparation. Du moment où mon réveil hurle à 5 heures du matin jusqu'à ce que je verrouille mon camion le soir, mon monde est synonyme de labeur honnête. La morsure d'une clé sur un tuyau rouillé, le ronronnement satisfaisant d'une unité de CVC nouvellement installée, le claquement net d'une connexion de fil. J'ai construit cela à partir de rien. Mon père était un ouvrier d'usine qui a perdu son emploi à la fermeture de l'usine. Ma mère était une serveuse qui n'a jamais cessé de s'inquiéter des factures. J'ai juré de ne jamais vivre comme ça. Je voulais construire quelque chose de si solide, de si inébranlable qu'il pourrait résister à n'importe quelle tempête. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Madison. Elle était à un barbecue chez un ami, riant dans une robe d'été, et elle semblait voir l'homme derrière les mains tachées de graisse. Elle appréciait mon ambition, mes longues heures de travail, mes projets pour l'avenir. Elle était belle, tout sourire éclatant et esprit vif. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an et nous nous sommes mariés. Quelques mois après le mariage, elle a quitté son emploi de réceptionniste. Je veux me concentrer sur la transformation de notre maison en un foyer, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas remis en question cela. Nous gagnons assez avec mon seul revenu, et l'idée de rentrer à la maison auprès d'une femme qui pouvait se concentrer sur les petites choses, cela ressemblait à la récompense de toutes mes années de travail acharné. En apparence, notre mariage était une pelouse parfaitement entretenue. Nous parlions d'enfants, de notre avenir, de vacances que nous ne prendrions jamais. Mais ce sont les routines qui nous maintenaient vraiment ensemble. Une chorégraphie silencieuse d'une vie vécue côte à côte. Je travaillais 10 ou 12 heures par jour, et quand je rentrais à la maison, elle avait quelque chose de prêt pour le dîner, soit cuisiné, soit commandé. Nos conversations étaient courtes, sur les trivialités de la journée. L'intimité physique avait ralenti jusqu'à un quasi-arrêt, mais je me disais que c'était normal. La vie se met juste en travers. Elle semblait contente, et c'est tout ce qui comptait pour moi. J'étais content aussi. Notre maison était l'incarnation physique de mon succès. C'était une modeste maison de 3 chambres dans un quartier résidentiel calme, le genre d'endroit où les gens connaissent vraiment leurs voisins. Chaque centimètre carré de cette maison faisait partie de moi. J'avais recablé tout le système électrique, arraché et reconstruit les armoires de cuisine, et remis à neuf les parquets moi-même. C'était mon royaume. Ma preuve que j'avais défié mon passé. Mais au cours des 6 derniers mois, une petite fissure insidieuse était apparue dans les fondations. Madison est devenue attachée à son téléphone, gardant toujours l'écran orienté loin de moi. Quand elle répondait aux SMS, son sourire n'était pas pour moi. Il était pour l'écran. Elle a commencé à s'habiller davantage, non pas pour nos rares soirées en amoureux, mais pour ses courses et ses cours de yoga. Quand je lui demandais ce qu'elle faisait toute la journée, ses réponses devenaient vagues et distraites, comme si elle me disait ce qu'elle pensait que je voulais entendre. J'ai refoulé ça, je l'ai mis sur le compte de ma propre épuisement. Je lui faisais confiance. Ne pas lui faire confiance signifierait admettre que la vie que j'avais construite était un mensonge, et c'était une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. J'aurais dû écouter mon instinct. Car l'après-midi suivant, mon monde entier s'effondrerait sur le parking d'un hôtel. J'ai reçu un appel de travail pour une réparation d'urgence dans un hôtel-boutique nouvellement ouvert en centre-ville, un travail qui allait briser l'illusion dans laquelle je vivais. Le Grand Méridien Hôtel était tout ce que je n'étais pas. C'était tout chrome poli et opulence silencieuse, le genre d'endroit où l'air lui-même semblait trop propre. J'ai conduit mon camion de travail cabossé dans la zone de service, ma boîte à outils cliquetant sur le siège passager, un contraste frappant avec les voitures de luxe garées proprement sur le parking. L'appel concernait une unité de climatisation défectueuse dans une suite pentouse, un travail rapide, pensais-je. Je serais entré et sorti en 1 heure. Puis je l'ai vue. La vue m'a frappé avec la force d'un coup physique. Elle est sortie d'une BMW argentée élégante, une voiture que je n'avais jamais vue auparavant, son rire résonnant dans l'air stérile du parking souterrain. Ce n'était pas le son du rire habituel de ma femme. C'était un rire libre et insouciant que je n'avais pas entendu depuis des années. Elle portait une robe que je ne reconnaissais pas, une robe vert émeraude profond qui scintillait à la lumière de l'après-midi. Ses cheveux étaient coiffés professionnellement, son maquillage impeccable. Elle n'était pas habillée pour une course. Elle était habillée pour un rendez-vous. À côté d'elle, un homme se tenait grand et confiant dans un costume sur mesure. Sa main était posée sur le bas de son dos,
ses doigts y reposant avec une familiarité qui me serra l'estomac. Ils marchèrent vers l'entrée principale de l'hôtel, leur corps proche, sa main entrelacée avec la sienne. Mon esprit, dans une tentative désespérée de me protéger, essaya de le rationaliser. Une collègue de travail? Une amie? Peut-être sa cousine, celle de Chicago que je n'avais jamais rencontrée? Mais la façon dont elle le regardait, l'intimité facile dans leurs mouvements, ce n'était pas une amitié. C'était un monde secret dont je ne faisais pas partie. Le monde d'une femme infidèle et de son amant. Je restais là, figé, ma boîte à outils semblant soudainement incroyablement lourde, un poids mort dans ma main. Musique, mon souffle se bloqua dans ma gorge. Je voulais entrer en trombe, crier son nom, briser cette scène parfaite. Je voulais la traîner par le bras et l'exposer pour ce qu'elle était, juste devant lui. Mais mes jambes ne bougeaient pas. Une partie de moi, la partie rationnelle enfouie sous une vague de rage viscérale et brûlante, m'arrêta. Je me suis retourné et je suis retourné dans mon camion. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. Le travail de réparation fut oublié. J'ai appelé la réception, ma voix un monotone creux, et j'ai menti au sujet d'une urgence familiale. Tandis que j'étais assis sur ce parking, agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, la douleur de la trahison fut rapidement éclipsée par quelque chose de bien plus froid. J'ai pensé à la maison que j'avais construite, à l'argent que j'avais économisé, à la vie dans laquelle j'avais versé ma sueur et mon sang. J'ai pensé à tous les mensonges, aux réponses vagues, aux téléphones secrets. Tout s'est mis en place, une mosaïque d'horreurs de tromperie. Et puis, la clarté est venue. Si je la confrontais, elle mentirait. Elle me ferait douter de ma propre raison, me dirait que j'étais fou, que j'imaginais des choses. Elle ferait de ma faute. Et à la fin, elle prendrait la moitié de tout ce que j'avais construit. L'idée qu'elle s'en aille avec mon argent durement gagné, ma maison, ma tranquillité d'esprit, fut une douleur encore plus profonde que la trahison elle-même. Alors, j'ai fait un choix. Je ne dirai rien, pas encore. Je rentrerai à la maison et j'agirai normalement. Je jouerai le mari aimant et naïf. Et pendant qu'elle vivrait sa double vie, je rassemblerai discrètement et méticuleusement toutes les preuves. Je bâtirai un dossier si solide, si accablant, qu'elle n'aurait aucune issue. Le moment venu, je ne la quitterai pas seulement. Je la détruirai si complètement qu'elle ne s'en remettrait jamais. Je suis rentré chez moi, ma main ferme sur le volant, mon esprit déjà un champ de bataille stratégique. 2 heures plus tard, quand elle a franchi la porte, son maquillage légèrement taché, un faux sourire sur le visage, elle a affirmé qu'elle avait déjeuné chez une amie. Je l'ai rencontrée dans la cuisine, lui ai souri et lui ai dit, le dîner sent bon, chérie. Je me suis penché et j'ai embrassé sa joue, un baiser fantôme qui était une promesse de guerre. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle avait trahi était sur le point de devenir son pire cauchemar. Le matin après que mon monde se soit effondré sur ce parking, j'étais un fantôme dans ma propre vie. J'ai fait du café, mes mouvements un rituel pratiqué d'un homme que j'étais autrefois. J'ai embrassé Madison en partant. Ses lèvres étaient douces, insouciantes. Elle m'a donné un petit sourire à moitié éveillé en sortant par la porte. Le même sourire qu'elle m'avait donné pendant 4 ans. L'homme qui sortait par la porte était une parfaite imitation d'Ethan Clarke. L'homme à l'intérieur était parti. Remplacé par quelque chose de plus froid, de plus concentré. Pendant ma pause déjeuner, je suis allé dans un quartier où je n'allais jamais. Une petite rue sordide bordée de prêteurs sur gages et de magasins d'alcool. J'ai monté un escalier grinçant vers un petit bureau au-dessus d'un magasin, l'air épais de l'odeur de vieux papier et de poussière. Je rencontrai Ryan Carter, un détective privé que mon ami m'avait recommandé. Le bureau de Ryan était sommaire, son visage une carte routière d'expérience durement acquise. C'était un ancien flic, et ses yeux avaient ce regard fatigué et savant de quelqu'un qui avait tout vu. Je lui ai tout raconté, chaque détail déchirant, ma voix plate et sans émotion. Il a écouté, son stylo grattant sur un bloc-notes. Quand j'ai eu fini, je lui ai posé la seule question qui importait. De combien de preuves ai-je besoin? Ryan s'est penché en arrière dans sa chaise. Assez pour que son avocat n'ait aucune prise, a-t-il répondu, sa voix aussi sèche que l'air de la pièce. Photos, vidéos, reçus, horodatage. Nous documentons tout. Je vais mettre un traceur GPS sur sa voiture. C'est à votre nom, donc nous sommes en règle. Je ferai des programmes de surveillance.
selon la fréquence de ses rencontres avec ce type. Je peux vous avoir un dossier à toute épreuve en 2 à 4 semaines. L'acompte était élevé, 3500 $ à l'avance. Je n'ai pas hésité. J'ai sorti une liasse de billets de mon portefeuille, l'argent que j'avais mis de côté pour une nouvelle chaudière. Cela semblait un petit prix pour la vérité. Ryan s'est mis au travail immédiatement. 3 jours plus tard, il m'a appelé. Il avait son schéma. Elle rencontrait son amant, un promoteur immobilier nommé Jackson Taylor, 2 fois par semaine au Grand Méridien. Parfois, il déjeunait dans des restaurants haut de gamme que je ne pouvais pas me permettre même le meilleur jour. De retour à la maison, la performance a commencé. La guerre silencieuse. J'ai joué le rôle du mari dévoué à la perfection. Je lui posais des questions sur sa journée. Je complimentais ses nouvelles tenues. Elle parlait de son cours de yoga, de prendre un café avec des amis. Chaque mensonge qu'elle racontait, chaque faux sourire, chaque « je t'aime » était un nouveau clou dans le cercueil de notre mariage. Le plus dur n'était pas la colère. C'était la solitude. Je ne pouvais le dire à personne. Je ne pouvais pas m'appuyer sur un ami ou me défouler sur un frère. Je devais être fort, fonctionnel et confiant. La nuit, allongé dans le lit à côté d'elle, je fixais le plafond, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison, un étranger dans ma propre peau. 3 semaines plus tard, Ryan a livré. L'épreuve était dans un dossier, un épais paquet de vérités froides et dures. Des photos de Madison et Jackson entrant dans des chambres d'hôtel, leurs mains entrelacées. Des horodatages montrant qu'elle y restait des heures. Une vidéo floue d'eux s'embrassant dans sa voiture, leurs têtes proches, leur corps une seule forme intime. Et une pile de reçus de sa carte de crédit, les hôtels, les dîners, même un achat pour un collier de diamants que je l'avais vu porter la semaine dernière. La preuve n'était pas seulement une confirmation de sa trahison. C'était une carte de ma stupidité. J'ai ressenti un étrange mélange de vindication et de profonde tristesse. Le soulagement de connaître la vérité mélangée au chagrin d'une vie construite sur un mensonge. Avec les preuves en main, j'ai pris un autre rendez-vous. Mon prochain arrêt était un cabinet d'avocats, un immeuble de grande hauteur élégant qui sentait le succès. Claire Watson, ma nouvelle avocate en divorce, était une force de la nature. Elle avait la cinquantaine, était impeccablement vêtue et avait le genre d'yeux qui ne manquait rien. J'ai exposé le dossier, les photos, les vidéos, le fait que Madison n'avait pas travaillé un jour en 4 ans. Claire a écouté, son expression indéchiffrable. C'est un cas d'école, a-t-elle déclaré, sa voix nette et directe. Adultère, dépendance financière, preuve documentée. Dans cet état, nous pouvons nous en servir pour obtenir un règlement favorable. Elle n'aura pas de pension alimentaire. Vous garderez la maison, votre entreprise, vos économies. Nous déposerons une demande sans faute pour que cela reste propre. Mais nous utiliserons ces preuves pour la presser de signer rapidement. Je l'ai regardé, ma voix un murmure creux. Quand? Un léger sourire effleura ses lèvres. Quand vous serez prêt. Nous rédigerons les documents. Vous me direz quand l'affaire signifiée. Je vous recommande de le faire en votre présence. Cela vous donne le contrôle de la situation. Nous avons fixé une date dans 2 semaines. Assez de temps pour finaliser la paperasse, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de détails oubliés. Assez de temps pour que je mette de l'ordre dans mes affaires. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison et l'odeur de mon plat préféré, les lasagnes, flottait dans l'air. Madison était dans la cuisine, fredonnant à la radio, complètement inconsciente. Je savais que c'était la dernière fois que je ferais semblant. Bientôt, son parfait mensonge allait s'effondrer, et je serais là pour assister à chaque seconde de cela. Dans 48 heures, le parfait mensonge de Madison allait s'effondrer, et je serais là pour assister à chaque seconde de cela. C'était un mardi soir, un choix délibéré. Je savais que Madison n'aurait pas rencontré Jackson un mardi. Elle aimait confiner ses rendez-vous galants à mes jours de travail les plus chargés, généralement les mercredis et les vendredis. Elle serait à la maison, complaisante, installée, complètement insouciante. À exactement 18h30, j'ai franchi la porte. J'étais calme, anormalement calme, comme un lac de glace sur le feu. J'avais répété ce moment 100 fois dans ma tête, modifiant mes répliques, affinant mon sang-froid. Madison était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, en train de faire défiler son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux tout de suite.
Salut chérie, comment s'est passé le travail, marmonna-t-elle, sa voix paresseuse et familière. Long, ai-je répondu, posant mes clés sur le comptoir avec un léger cliquetis. Mais productif. Je ne me suis pas assis à côté d'elle. Au lieu de cela, je me suis déplacé vers le fauteuil de l'autre côté de la pièce, créant une distance, rendant ma présence une intrusion. Elle m'a alors regardé, percevant le manque de chaleur, mais l'a écarté, retournant à son écran. J'ai pris la télécommande et j'ai changé de chaîne, tombant sur un documentaire sur la nature. À l'écran, une lionne traquait un zèbre solitaire, ses mouvements lents, méthodiques, inévitables. L'ironie me fit sourire intérieurement. J'ai attendu. À exactement 19h, la sonnette a retenti. Madison fronça les sourcils, détournant toute son attention de son téléphone. On attend quelqu'un. Je gardai mon regard fixé sur la télévision, observant le prédateur réduire l'écart. Pas nous, dis-je doucement, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Toi. Elle se leva, agacée par l'interruption, et se dirigea vers la porte. Quand elle l'ouvrit, un jeune homme en costume bon marché se tenait là, tenant une épaisse enveloppe manila. Madison Hall, demanda-t-il, son ton plat et professionnel. Oui, répondit-elle, sa voix teintée de confusion. Vous avez été assigné. Il lui tendit l'enveloppe, fit un signe de tête bref et se retira rapidement, se fondant dans le crépuscule. Madison fixa l'enveloppe, son visage perdant toute couleur. Sa contenance commença à se fissurer immédiatement. Ses mains tremblèrent légèrement tandis qu'elle ouvrait maladroitement le fermoir. Je l'observais depuis le fauteuil, complètement immobile. Le silence de la pièce était ponctué seulement par le narrateur du documentaire nature décrivant le coup final, létal de la lionne. Elle sortit les documents. Ses yeux parcoururent la première page, divorce en gras. Puis, différence irréconciliable. Puis son regard tomba sur le dos, où Claire, mon avocate, avait habilement agrafé quelques photos de preuve. La couleur s'est retirée de son visage, la laissant pâle et creuse. Puis le sang est revenu en une vague violente, teignant ses joues en cramoisi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Sa voix était un murmure fragile, le dernier souffle de son parfait déni. Je me suis finalement penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. C'est exactement ce que ça a l'air d'être. Je suis au courant pour Jackson. Je suis au courant pour le Grand Méridien. Je sais pour chaque déjeuner, chaque mensonge, chaque fois que tu es rentré chez toi sentant le parfum de quelqu'un d'autre, prétendant avoir été au yoga. Sa bouche s'ouvrit et se referma, incapable de former une défense cohérente. Elle regarda les photos, elle et Jackson indéniables, nets, clairs comme le jour, entrant dans l'hôtel, s'embrassant passionnément sur le parking. Ethan, Ce n'est pas. Ne. Je la coupa, ma voix froide et stable, dénuée de toute trace de la rage qu'elle attendait. Ne m'insulte pas avec plus de mensonges. Tu as utilisé ta dernière chance de dire la vérité il y a des semaines. Elle laissa tomber l'enveloppe, les papiers se dispersant sur le parquet, et fondit instantanément. Elle tomba à genoux, les larmes coulant déjà, la performance s'intensifiant. Ethan, s'il te plaît, c'était une erreur. J'étais seul. Tu travailles toujours. Je ne voulais pas que cela arrive. Elle commença à supplier. Je me suis levé instantanément, reculant de son étreinte frénétique. Tu ne voulais pas coucher avec un autre homme dans un hôtel 2 fois par semaine pendant 3 mois? Tu ne voulais pas utiliser mon argent? L'argent que j'ai gagné en réparant des fournaises et des toilettes pour de nouvelles robes afin de l'impressionner? Tu ne voulais pas me mentir en face tous les jours? Elle sanglotait hystériquement maintenant, se tenant la tête. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Je vais y mettre fin. Je ne le reverrai plus jamais. Nous pouvons aller en thérapie. S'il te plaît, Ethan, je t'aime. Tu m'aimes, répétai-je, un rire sec et amer s'échappant de ma gorge. Tu ne sais même pas ce que ce mot signifie. Sais-tu ce que j'ai fait pendant que tu faisais semblant d'être célibataire? J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai construit cette vie. J'ai désigné la maison, ma maison, et tu l'as jetée pour un type avec de beaux costumes et une belle voiture. Je suis désolé, a-t-elle étouffé, sa voix se brisant. Je suis tellement désolé. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler jusqu'au dossier privé que Ryan m'avait donné et j'ai tenu l'écran vers elle. Une vidéo a été lue,
Un court clip silencieux d'elle et Jackson riant, sa tête reposant sur son épaule. Voilà à quoi ressemble désolé ou pour toi? Parce que pour moi, ça ressemble à quelqu'un qui était certaine de ne jamais se faire prendre. Madison a finalement craqué, enfouissant son visage dans ses mains, ses épaules tremblant de sanglots impuissants. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, ai-je dit d'un ton sec, la dépassant pour aller au comptoir. Je veux que tu signes les papiers. Mon avocat vous contactera avec les détails. Vous n'aurez pas de pension alimentaire. Vous n'aurez pas la maison. Vous n'aurez rien, sauf la chance de partir discrètement. Son visage se releva, mouillé de larmes, la peur remplaçant la culpabilité. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, répondis-je, attrapant ma veste. Peut-être que Jackson t'accueillera. Ou peut-être que tu t'en sortiras comme moi, en travaillant. J'ai attrapé mes clés. Je reste chez un ami ce soir. Je veux que tu sois parti d'ici la fin de la semaine. Prends tes vêtements, tes affaires personnelles, rien d'autre. Si tu prends un centime ou une possession qui m'appartient, je porterai plainte pour vol, et j'ai des reçus pour tout dans cette maison. Ethan, s'il te plaît. Je me suis retourné une dernière fois, mes yeux rencontrant les siens, dénués de toute connexion, de tout regret. C'est fini, Madison. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Je suis sorti, le bruit de la porte d'entrée se refermant coupant ses sanglots. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir debout dans l'embrasure de la porte éclairée, une petite silhouette brisée contre le royaume qu'elle avait perdu. Pour la première fois depuis des semaines, la tension a quitté ma poitrine et j'ai senti que je pouvais vraiment respirer. Elle était hors de ma vie. Mais l'homme qui l'avait aidé à me trahir, Jackson Taylor, marchait toujours comme s'il n'avait rien fait de mal. Cela allait changer. 2 semaines après que Madison soit sortie de la porte, le divorce était en grande partie réglé. La maison était à moi. L'entreprise était en sécurité. Mon avocate, Claire, avait utilisé les preuves comme un scalpel, ne laissant à Madison que ses quelques cartons de vêtements et la honte humiliante de la défaite. La paperasse était signée, la menace d'exposer l'aventure de Madison au tribunal et à sa famille étant suffisante pour l'empêcher de contester le règlement. J'aurais dû ressentir la paix. Mais le vide silencieux de la maison ne suffisait pas. Une brûlure froide et familière restait dans ma poitrine. Il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de Jackson Taylor. L'homme qui était entré dans ma vie comme une boule de démolition, qui avait profité des bénéfices de mon travail et de ma confiance, et qui était maintenant de retour dans son bureau élégant, conduisant sa BMW argentée. Concluant des affaires et vivant sa vie haut de gamme comme si rien ne s'était passé. Il n'avait pas perdu un centime. Il n'avait pas ressenti la moindre once de peur ou de regret. C'était un déséquilibre que je ne pouvais tolérer. Je ne voulais pas son argent. Je ne voulais pas qu'il soit arrêté. Je voulais juste qu'il sache, physiquement et irrévocablement, que certaines actions entraînent des conséquences que les avocats et le papier ne peuvent toucher. Je ne suis pas un homme violent. J'ai bâti ma vie avec des clés à molette, pas avec des poings. Mais je connaissais aussi quelques gars de l'époque où je maniais un marteau sur des chantiers de construction. Des gars qui opéraient en dehors du monde juridique propre que j'avais bâti. J'ai appelé Owen, un ancien marine qui travaillait maintenant comme videur dans un club du centre-ville, et Dylan, un mécanicien silencieux avec une longue mémoire des rancunes et un solide code de loyauté. Je les ai rencontrés dans un bar miteux près de l'autoroute. Je n'ai pas joué la victime. J'ai juste exposé les faits autour d'une bière bon marché. Ce type a couché avec ma femme pendant des mois, l'a aidé à me mentir. Il pense qu'il n'y a pas de conséquences. Je veux qu'il comprenne qu'il y en a. Owen et Dylan ont échangé un regard entendu. Owen a parlé le premier, sa voix rauque. Nous ne tuons personne, Ethan. Je ne veux pas qu'il meure, ai-je confirmé. Je veux juste qu'il se souvienne de cette semaine pour le reste de sa vie. Ils ont fait leur travail. Jackson avait une routine de remise en forme prétentieuse, une marche rapide nocturne autour de son quartier aisé 2 fois par semaine, généralement vers 22 heures. Probablement pour équilibrer le scotch qu'il buvait. 3 nuits plus tard, nous attendions. Nous étions garés à 3 pâtés de maison, observant le signal GPS sur le téléphone de Dylan, qui traçait l'itinéraire. Jackson est apparu à l'heure, sa posture arrogante même de loin. Des AirPods branchés dans ses oreilles,
cocooné dans sa propre bulle d'autosatisfaction. Il a pris un raccourci par une ruelle étroite et faiblement éclairée entre une laverie et un bodega désaffecté. Un geste stupide pour un homme de sa catégorie fiscale. Quand il était à mi-chemin, Owen, Dylan et moi sommes sortis de l'ombre, bloquant son passage. Jackson s'est arrêté, retirant un AirPod, l'irritation traversant ses yeux. « Je peux vous aider les gars. » J'ai fait un pas en avant, mes mains enfoncées profondément dans mes poches. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix était stable. « Jackson Taylor ?» Son expression a changé. Confusion, puis un éclair de reconnaissance nauséabonde. « Je vous connais ? » « Pas encore, ai-je dit. »« Mais vous connaissez ma femme, Madison Hall. » La couleur a instantanément fui son visage. L'arrogance disparut, remplacée par une peur primale. Il fit un pas nerveux en arrière, ses yeux dardant vers l'entrée de l'allée. « Écoutez, mec, je ne veux pas d'ennui. »« Moi non plus, ai-je répondu, ma voix dangereusement douce. « Mais vous m'en avez quand même donné. » Ce qui s'est passé ensuite fut rapide, brutal et absolument silencieux, à l'exception du grognement d'effort et du bruit sourd de l'os contre la chair. Owen a bougé le premier, un coup de poing sec et puissant qui a atterri directement dans l'estomac de Jackson, lui coupant le souffle et le pliant en deux. Dylan a suivi, un coup de pied vicieux aux côtes qui a fait tomber Jackson à genoux. Il a essayé de se recroqueviller, se couvrant la tête, mais il faisait face à 3 hommes qui savaient utiliser leur poids. Nous n'avons pas utilisé d'armes, ni de battes, ni de couteaux, juste des poings, des bottes et le genre de violence calculée qui laisse des marques mais s'arrête avant des dommages permanents. Ils se sont concentrés sur ses côtes, ses bras, ses jambes. Ils n'ont rien cassé, mais ils se sont assurés que tout serait atrocement douloureux pendant le mois suivant. Je me tenais en retrait, les bras croisés, regardant mes 2 associés administrer la justice que le système légal ne pouvait pas. J'ai regardé Jackson halter et gémir sur le trottoir sale, saignant de sa lèvre fendue, ses yeux écarquillés d'une terreur manifeste. Quand Owen et Dylan se sont retirés, je me suis accroupi à côté de Jackson, qui se tenait les côtes, goûtant son propre sang. « Tu pensais pouvoir entrer dans la vie d'un autre homme et prendre ce qui n'était pas à toi ?» ai-je chuchoté, m'assurant que le message était la dernière chose qu'il entendait. « Tu pensais qu'il n'y aurait aucune conséquence, seulement de petites escapades amusantes au Grand Méridien. Maintenant tu sais mieux. » Jackson essaya de parler, mais seul un sifflement s'échappa. « Reste loin de Madison, continuai-je. Reste loin des femmes mariées. Et si tu penses même à appeler les flics, souviens-toi, j'ai des photos de toi en train de baiser ma femme et des vidéos aussi. Je m'assurerai que tous ceux avec qui tu travailles, tous ceux de ton précieux cercle social. Tous les membres de ta famille les verront. Je ruinerai ta carrière et ta réputation plus vite que tu ne peux conclure une affaire. Tu comprends ? » Il hocha faiblement la tête, les yeux nageant dans les larmes. Je me suis levé, j'ai fait signe à Owen et Dylan, et nous sommes sortis de la ruelle. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que j'avais franchi une ligne, une limite morale nette, mais en rentrant chez moi, une satisfaction sombre et lourde s'est installée en moi. La justice, pensais-je, a parfois besoin d'un coup de pouce. La tempête était passée. Maintenant, je devais découvrir quel genre d'homme j'étais devenu. 6 mois. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais assisté à cette ruelle, voyant Jackson Taylor apprendre le prix de son arrogance. 6 mois depuis que j'avais tourné le dos à cet homme brisé et à ses promesses non tenues, et à la satisfaction silencieuse d'une dette payée. Le divorce était finalisé il y a 3 mois. Les documents, clairs et définitifs, confirmaient que la maison, l'entreprise et chaque dollar que j'avais gagné étaient sans équivoque mien. Claire avait parfaitement fait son travail. La menace d'exposer l'aventure de Madison au tribunal et à sa famille était plus qu'un levier suffisant. Elle a signé sans un murmure, emportant les vêtements avec lesquels elle était venue et le goût amer de la défaite. Mon entreprise, ironiquement, prospérait. C'était comme si l'univers récompensait mon honnêteté, rééquilibrant enfin la balance. La concentration froide et méticuleuse que j'avais consacrée à la planification de la chute de Madison, je la redirigeais maintenant vers mon travail. J'étais plus fiable, plus concentré, et les entrepreneurs l'ont remarqué, m'envoyant régulièrement des emplois bien rémunérés. La tempête était passée et mes fondations, celles que Madison avait tenté de démolir, étaient plus solides que jamais. La vie de Madison, quant à elle, s'était délitée à une vitesse prévisible. J'ai entendu des choses par des connaissances communes, le genre de potins qui reviennent quand quelqu'un tombe de haut.
L'affaire avec Jackson s'est terminée au moment où il est sorti de cette ruelle, battu et terrifié. Il ne voulait pas de maîtresse. Il voulait juste du sexe facile et sans conséquences. Quand les conséquences sont apparues sous la forme de 3 hommes en colère, il a disparu. Madison avait déménagé de l'autre côté de la ville, s'installant dans un appartement exigu et bruyant d'une chambre avec des murs minces et le sentiment de vide perpétuel de l'échec. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant de chaîne bon marché. Je l'imaginais debout pendant 10 heures, gérant des pourboires médiocres et des clients impolis, un contraste frappant avec le yoga tranquille et les déjeuners coûteux dont elle jouissait autrefois à mes frais. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois, des SMS demandant à parler, des emails implorant une clôture. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Il n'y avait plus rien à dire. Sa clôture était la vie qu'elle menait maintenant. J'ai croisé Jackson une fois, un accident inévitable à une station-service un vendredi soir. Il portait un manteau coûteux, mais il se tenait différemment maintenant. Il marchait avec une légère, presque imperceptible boiterie, un fantôme de la douleur qu'Owen lui avait infligée. Il payait de l'essence premium quand il me vit près de la pompe. Nos regards se croisèrent peut-être une demi-seconde et la couleur lui quitta instantanément le visage. Sa bouche devint sèche et ses yeux s'écarquillèrent d'une peur nue et paralysante. Il remit sa carte dans son portefeuille, abandonna la pompe et partit rapidement. Il vivait avec, comme je le lui avais dit. Il se souvenait. Quant à moi, l'homme qui émergea de cette guerre silencieuse n'était pas le même homme doux qui croyait en une vie parfaite. Je suis plus méfiant maintenant, plus prudent avec ma confiance. Peut-être suis-je cynique, mais je préfère appeler cela de la sagesse acquise dans la rue. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau il y a quelques mois. Olivia. Elle travaille à la caisse du supermarché local près de mon atelier. Elle est gentille, terre à terre, et elle travaille ses propres longues heures. Elle apprécie l'honnêteté et une vie confortable et prévisible. Nous prenons notre temps. Elle connaît les bases, que mon ex-femme a trompé et que ça s'est mal terminé, mais je garde les détails les plus sombres de la vengeance secret. Cette partie de ma vie, celle qui concerne l'allée et la rage froide et concentrée, n'appartient qu'à moi. Certaines nuits, quand je suis seul dans cette maison, ma maison construite de mes mains, je m'assois en silence et je pense à tout. Je ne regrette pas mes choix. Ni la surveillance, ni le divorce, ni même la nuit dans cette allée. J'ai protégé ce qui était à moi et je me suis assuré que les gens qui ont essayé de me le prendre paient un prix personnel. Peut-être que pour certains cela fait de moi un méchant, mais je dors bien. Parce qu'au final, justice a été rendue. Non pas par un système qui récompense la tromperie, mais par un homme qui s'est enfin défendu. Et maintenant enfin, je suis libre. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez? Ou a-t-elle pris une tournure que vous n'avez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons une conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte chaque jour des histoires fraîches et captivantes. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.